Que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie? Je vous fais une introduction à la vidéo que j'ai filmée il y a à peine 12 heures parce que les événements ont évolué tellement vite qu'il fallait un petit peu souligner tout ça. Alors, le parti pris et l'analyse de la vidéo qui vient, c'est que la réaction de Paris a été très mauvaise de bout en bout, en particulier dans le choix de décréter l'état d'urgence sans avoir les cartes pour l'appliquer correctement. La situation en Nouvelle-Calédonie est grave, mais elle est complètement différente de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire un dialogue entre loyalistes et indépendantistes, comme au bon vieux temps en réalité. De ce qui est en train d'apparaître, en particulier depuis les 12 dernières heures, il y a bien une ingérence étrangère qui a organisé, notamment via un groupe local qui est aujourd'hui indépendantiste, mais surtout sécessionniste par rapport au FLNKS, le parti indépendantiste kanak traditionnel. Et ça, c'est la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, dont le ministère de l'Intérieur l'a déclaré terroriste, et qui a coordonné ou contribué à coordonner à peu près 5 milliers de personnes armées qui sont aujourd'hui, et on va ouvrir là-dessus, en position de prendre Nouméa en otage. Toute la ville, de bloquer le port, de bloquer l'arrivée de dons humanitaires, etc. Puisqu'en fait, ce dont la ville a besoin aujourd'hui, c'est de nourriture, de médicaments. La situation est tellement mauvaise que les vivres dans les familles sont en train de s'épuiser. Ça, c'est ce qui se passe tout de suite à Nouméa. Et Paris a rien vu venir. En fait, la cellule de coordination des actions de terrain et d'autres organisations avaient mis en garde, avaient envoyé des lettres, avaient montré qu'ils s'organisaient. Aujourd'hui, passent dans les rues avec des sonos pour dire on va vous renvoyer chez vous, etc. Très concrètement, la Nouvelle-Calédonie est libanisée. Alors, pas les campagnes, hein. Encore que ça peut vite dégénérer aussi, mais la Nouvelle-Calédonie à Nouméa est libanisée. Ça y est, l'état de libanisation, il est acté. Et la France a juste, enfin Paris, la Macronie, a juste décrété un état d'urgence, mais sans rien derrière, qui aujourd'hui, soit montre au monde entier que Paris n'avait pas la situation en main, et que la dernière carte vient d'être jouée. Parce qu'après, il va falloir attendre plusieurs jours pour envoyer des forces spéciales, etc. Et la libanisation aura déjà eu lieu. Maintenant, il est quasiment certain que c'est une ingérence étrangère. Alors laquelle, bien sûr, beaucoup de gens évoquent la Chine ou l'Australie. Certains vont même évoquer la Russie via l'Azerbaïdjan, dont le drapeau azéri a été brandi à Nouméa à plusieurs reprises. Ce qui est certain, c'est que ça montre l'incompétence totale du gouvernement en place, mais vraiment totale. Ça montre aussi qu'à force de mettre des clowns au gouvernement, quand on a des vraies crises, personne ne sait quoi faire. Et là, c'est vraiment dramatique, c'est-à-dire que des pions ont été mobilisés contre la France sur son territoire et dans sa zone économique exclusive. Et pour l'instant, ceux qui ont manipulé ces pions ont complètement le contrôle de l'échiquier et de la partie. Et c'est même dramatique à voir, parce qu'aujourd'hui, Paris est tout agité, ne comprend pas, décrète l'état d'urgence, mais n'a rien pour l'instant pour lui donner réellement suite, alors qu'il faudrait plutôt envoyer de l'humanitaire, de la bouffe, des médicaments, et qu'aujourd'hui, la possibilité de prendre Nouméa en otage est tout à fait réelle. Donc, j'ai ouvert la vidéo il y a 12 heures sur le fait que décréter l'état d'urgence n'était pas la bonne stratégie. Avec le recul, en fait, Paris aurait dû réagir depuis des semaines, a juste rien fait, puis état d'urgence, c'est-à-dire que maintenant tous les médias sont braqués là-dessus, donc les personnes qui ont organisé ça ne peuvent que s'en réjouir, puisque ça y est, c'est une affaire mondiale. Et on est passé de rien à une affaire mondiale, et Paris qui n'a aucun plan pour l'instant pour améliorer la situation. Donc je fais cette introduction, je vous laisse apprécier la vidéo que j'ai donc tournée il y a 12 heures, et vous pourrez évidemment tirer vos propres conclusions, mais donc en essence, vous avez cette cellule de coordination des actions de terrain, donc, qui est une cellule organisée, armée et de toute évidence en contact avec des puissances étrangères, qui ne représente pas le rapport de force classique que vous aviez en Nouvelle-Calédonie, en particulier les anciens. C'est le point le plus important. Là, vous avez affaire à des jeunes Turcs, en fait. Vous avez affaire à une jeune garde qui est plus facilement manipulable, mais qui passera plus facilement à l'action, qui est beaucoup moins conciliante, et qui, pour l'instant, donc, passe avec des sonos dans les rues, en disant à la population, vous allez
on va vous renvoyer chez vous, on va prendre vos maisons, etc. Et qui a menacé depuis des semaines, sans que le ministère de l'Intérieur ne prépare un plan de contingence. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Donc, on a un couvre-feu, c'est très mignon, mais il n'y a pas de réponse des forces de l'ordre parce qu'elles ne sont pas équipées. Euh, on a aujourd'hui une libanisation qui est consommée. Ça, c'est le point le plus important. La libanisation de la Nouvelle-Calédonie est consommée et elle avait des signes avant-coureurs, mais ils ont été ignorés pour tout un tas de raisons, parce que la Macronie voulait de toute façon lâcher la Nouvelle-Calédonie, donc c'était pas important. Et ceux qui en profitent pour l'instant, c'est la Chine et l'Australie. Bien sûr, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est les deuxièmes réserves de nickel au monde, quatrième producteur, parce que bon, le secteur là-bas n'a jamais été très très bien organisé, de par l'interférence politique notamment, et puis le capitalisme de connivence. Mais bon, vous avez donc aussi, bien sûr, la zone économique exclusive, la présence dans le Pacifique. Et ça, je ne peux pas vous dire les choses autrement, la Macronie a été en dessous de tout dans ce dossier. C'est vraiment un des dossiers les plus catastrophiques là, des 2 derniers mois. Il y avait plein de signes avant-coureurs, on pouvait tout voir arriver, mais tout ce qu'a fait la Macronie, c'est des paroles verbales, décréter un état d'urgence, donnant du coup un appui politique de facto aux organisateurs de cette opération, qui est loin d'être terminée, qui sont maintenant sous les feux des projecteurs, alors que décréter l'état d'urgence n'a quasiment, si ce n'est rien changé sur le terrain, à part, oui, ok, dire qu'il y a un couvre-feu, mais personne ne le fait respecter, parce que les forces de l'ordre n'ont pas envie de se prendre des balles dans la tête. Donc la situation est grave, elle est très mal gérée, elle est d'autant plus grave qu'elle est très mal gérée, et que, bien entendu, elle avait des signes avant-coureurs, on avait 1001 façons de la voir arriver, que ce soit avec les services extérieurs ou avec le ministère de l'Intérieur, les deux pouvaient voir ce qui se passe. Et pour l'instant, rien de sérieux n'a été fait. Il faut envoyer d'urgence de la nourriture et des médicaments en Nouvelle-Calédonie. Rien n'est préparé pour ça. La France passe pour une débile à l'international, mais c'en est embarrassant. Voilà, merci la Macronie, une fois de plus. Et je suis vraiment sans voix quand je vois maintenant les nouvelles qui arrivent de Nouvelle-Calédonie. Je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. Que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie ? Je vais pas y aller par 4 chemins. Il se passe des conneries, et en particulier des conneries plutôt parisiennes. Nous l'allons expliquer tout à l'heure. La première connerie, je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est d'avoir décrété l'état d'urgence. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave à plusieurs égards. D'abord, c'était pas arrivé depuis 40 ans. Tout rond, 1984. Et évidemment, ça permet d'interdire TikTok. Oh tiens, dis donc, il se passe des choses, comme aux États-Unis, on a interdit TikTok. Et de toute évidence, ça va avoir une influence sur la façon dont les événements sont couverts. Parce que vous allez devoir faire confiance davantage aux médias australiens, néo-zélandais, mais bonne foi oblige, faire confiance à France 24 pour la Nouvelle-Calédonie, il vaut mieux s'abstenir. Je sais que par un vieux réflexe, certains seraient tentés de le faire, mais ce serait comme utiliser Russia Today pour savoir ce qui se passe en Tchétchénie, c'est pas sérieux. Donc fondamentalement, on va commencer par là. Que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie ? Une première connerie, parce que décréter l'état d'urgence avec un précédent de 40 ans, c'est pas quelque chose d'anodin, et ça vient d'entrée de jeu de déterminer que l'affaire est grave, alors qu'elle aurait pu ne pas l'être. Maintenant, quelle est l'affaire ? La Nouvelle-Calédonie, c'est un problème comparable au Groenland pour les Danois. C'est un problème qui pouvait, dans une certaine mesure, être comparable à Malte pour les Britanniques. Malte, bien sûr, qui est indépendante depuis et qui fait partie de l'Union européenne, donc double détachement du Royaume-Uni. Mais on a des aspects similaires, même s'il y a bien sûr des différences fondamentales. Les aspects similaires, c'est que le Groenland, bien sûr, c'est géant, c'est stratégique. C'est tellement stratégique qu'au tout début de cette chaîne, j'évoquais la possibilité, quand Trump était président, que les États-Unis achetassent le Groenland. Ah oui, c'est possible, après tout, ils l'ont fait pour l'Alaska, et bien avant pour la Louisiane du temps de Napoléon, mais c'est encore une autre histoire.
Et est-ce que c'est vraiment une autre histoire? On pourrait se poser la question parce que vous voyez, Napoléon était français parce que les Génois avaient compris qu'ils allaient perdre la Corse. Alors ils se sont dit plutôt que de la perdre, mieux vaut la vendre. Pour une civilisation de commerçants, c'est plutôt bien pensé. Et Napoléon a fait exactement le même calcul quand il a vendu la Louisiane. Il a vu les emmerdes qu'ont pu lui causer la suite de Toussaint Louverture. Et quand Napoléon s'est dit, oulala, à Saint-Domingue, un petit gars comme Toussaint Louverture, petit gars, attention, toute proportion gardée par rapport aux événements, c'était un grand homme évidemment, mais bon, un petit gars en termes du nombre de divisions peut me causer autant d'emmerdes, alors je vais vendre la Louisiane parce que si jamais les Ricains font la même chose, si jamais la Louisiane décide d'entrer un petit peu en fusion, ça va mal se mettre, et donc mieux vaut la vendre pour un copec plutôt que de la perdre. Est-ce qu'on aurait des similarités avec la Nouvelle-Calédonie? Ça peut s'envisager. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On évoque la possibilité de faire du un homme, une voix en Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, vu de Paris, ça semble une évidence. Ouais, sauf que quelques dizaines de milliers de kilomètres plus loin, c'est pas si évident que ça. Alors, je vais prendre le point de vue du député Martinez. Rappelez-vous Aristote, hein, c'est la marque d'un esprit éduqué, en toute modestie, que de considérer une idée sans forcément y adhérer. Et là, en l'occurrence, j'adhère pas du tout aux idées du député Martinez, mais on va partir de son point de vue pour après le nuancer. Donc, Monsieur Martinez, dans Sud Radio, nous dit ce qu'est la vision clairement métropolitaine du problème, même si c'est quelqu'un qui a connu la Nouvelle-Calédonie et qui y est allé, mais bon, c'est pas la même chose que de faire partie de son peuple ancestral, nous dit, bah oui, c'est comme si on avait Béziers, parce que bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est autour de 220-260 000 habitants. Je comparais Malte-Groenland. Le Groenland, c'est 60 000, enfin c'est moins de 60 000, et Malte, c'est de l'ordre de 450-500 000. Donc on a une population de 260 000 habitants qui décide d'avoir des velléités indépendantistes. Et M. Martinez nous dit, voilà, c'est comme si Ménard à Béziers décidait de faire sécession parce qu'il y a eu la croisade des Albigeois, et donc c'est la colonisation. Bon, ça c'est son point de vue, mais là pour le coup je suis pas du tout d'accord. Autant je suis d'accord avec le fait qu'il y a d'énormes conneries parisiennes qui sont en cours, comme souvent hélas, hein. Mais autant je suis pas d'accord avec cette analyse. D'abord parce que il n'y a pas vraiment une différence ethnique fondamentale entre, entre Béziers et la France, entre la Narbonnaise et l'Occitanie historique du temps des Romains, je parle, et le reste de la France d'une part. Et puis, bon, d'autre part, la croisade des Albigeois, ça remonte un peu plus à la colonisation, il faut bien dire ce que c'est, de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, le sujet, c'est quand même qu'il y a eu plusieurs référendums dans lesquels la Nouvelle-Calédonie, y compris les Kanaks, alors les Kanaks, c'est pas un bloc, c'est pas du tout un bloc unifié, et on le voit en particulier hein, avec l'assassinat du fondateur du FLNKS, le parti indépendantiste kanak, parce qu'il avait signé les accords de Matignon. On voit que c'est pas un bloc unifié. Mais le problème reste que c'est pas comparable du tout aux Albigeois ou à tout ça, quoi. Donc ça déjà, faut l'écarter. Ensuite, la Nouvelle-Calédonie, elle a sa propre monnaie. On ne peut pas vraiment comparer ça au fait que Béziers pu déclarer son indépendance, parce que là non plus, c'est pas la même chose. Et en fait, comme le dit Dupont-Aignan, dont l'analyse est quand même un poil plus fine, en réalité, la Nouvelle-Calédonie a plus de liberté vis-à-vis de Paris que Paris n'en a vis-à-vis de Bruxelles. C'est quasiment vrai à beaucoup d'égards, hein, c'est même très vrai. Simplement si on fait abstraction des rapports de force socio-économiques, parce que ça reste ça le problème, c'est-à-dire qui contrôle l'économie du pays. Et déjà Mitterrand, dans le grand débat de 88, quand il, évidemment, il discutait le bout de gras avec Chirac sur cette question, et Mitterrand connaissait même pas le nom du parti indépendantiste kanak, à savoir le FLNKS, on le voit qui bredouille. Mais il reprend le logiciel rhétorique de son parti. Je dis rhétorique parce qu'entre-temps, Mitterrand a cessé d'avoir une politique de gauche en France. Et il dit, ce qui est vrai, des monopoles existent, des fortunes colossales se sont faites, des inégalités très importantes existent. Même si c'est de la bonne vieille rhétorique marxiste-léniniste sur le sujet, bah c'est vrai. C'est-à-dire que le cœur du problème, il est là. Il est que même s'il y a un franc pacifique, même s'il y a une indépendance de juré plus grande vis-à-vis de la France que la France vis-à-vis de Bruxelles,
qu'il y a des éléments régaliens qui sont consacrés dans le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, qui est dans un régime de semi-indépendance, les acteurs économiques ne sont pas kanaks. Ils sont que minoritairement kanaks. Et ça, c'est un problème qui, si on veut avoir une analyse marxiste, évidemment, est beaucoup plus important que ce qui est écrit dans les textes, même si ce qui est écrit dans les textes reste important. Donc, on a un texte de loi qui devait disposer de ce qu'ont pu passer à un homme une voix en Nouvelle-Calédonie, sous certaines réserves. Il faut y être là depuis longtemps, mais en effet, la droite va faire savoir que les Français en Nouvelle-Calédonie seraient moins bien traités, en quelque sorte, que des immigrés en France pour les élections régionales, dans le discours, par exemple, de la NUPES, de l'ex-NUPES, ou en tout cas donc, de la rhétorique des partis de gauche ou d'extrême gauche français. Et c'est vrai, mais on ne peut pas comparer la situation en métropole à la situation dans une île, dans un archipel, qui a déjà eu des velléités indépendantistes très sérieuses. On se rappelle des événements de la grotte d'Ouvéa. Et c'est vraiment pas comparable, quoi. Donc oui, la loi est la même pour tous, la République, tout ça, très bien, mais il faut quand même observer la situation et le rapport de force. Or, là, mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, et je vous demande pas d'y adhérer, mais mon analyse, c'est que décréter l'état d'urgence était déjà une grosse connerie. Une très, très grosse connerie. Qui a certainement été demandée par des pressions locales de la part de grandes familles caldoches qui flippent. Et bon, je peux comprendre qu'elles flippent, il n'y a pas de problème, mais l'engrenage fait que maintenant c'est une affaire sérieuse, puisque ça fait 40 ans que l'état d'urgence n'a pas été décrété. Là, ça devient un dossier. On a beau interdire TikTok, on a beau faire en sorte que le journalisme citoyen puisse absolument plus pénétrer la Nouvelle-Calédonie, et bien sûr, newsflash, bien sûr que le journalisme citoyen va pénétrer et a déjà pénétré la Nouvelle-Calédonie. Vous imaginez bien que c'est pas en interdisant TikTok que le problème va être réglé. En fait, la Nouvelle-Calédonie est donc un archipel, c'est-à-dire qu'elle est isolée. L'étymologie de isolé, ça veut dire qu'il est une île insulaire. D'ailleurs, les îles en italien, ça se dit toujours les isole. Donc la Nouvelle-Calédonie, son problème, c'est d'être isolée. Il n'y a pas de frontières. Vous voyez, quand le parti indépendantiste kanak se crée, le FLNKS donc, il s'appelle FLN, c'est pas pour rien. Si vous voulez faire chier bien comme il faut la métropole, vous appelez un parti indépendantiste FLN. Il y a des précédents avec le premier FLN qui est vietnamien et le deuxième FLN qui a tout autant fait chier, voire plus, la métropole, qui est algérien. Sauf que le Vietnam avait une frontière et pouvait être ravitaillé par la Chine. Le FLN algérien était soutenu par l'Égypte, par même le Maroc à l'époque, ça a beaucoup changé depuis, mais voilà. Et donc, il n'y avait pas d'isolation ou d'isolement comme ça, d'isolation dans le sens physique du terme et d'isolement dans le sens politique du terme entre les FLN et leur soutien. Là, par contre, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est plus compliqué. D'abord, le FLNKS se crée en 84. Bon, en 84, l'Union soviétique se contrefout profondément d'aider une velléité indépendantiste dans le Pacifique. Donc, ça ne peut pas le rattacher. Ça s'appelle FLN, mais ce n'est pas un FLN. Et ça va se voir. Parce que ça ne peut pas fonctionner comme un FLN. Tant mieux d'ailleurs. Je n'ai pas dit que c'était une bonne chose, mais ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, politiquement, ça fait peur. Frisson dans le dos, FLN, KS, S pour socialiste, K pour kanak. Mais ça ne peut pas du tout fonctionner de la même façon. Par contre, là où ça peut partir en sucette de façon très sérieuse, c'est si ça devient médiatique. Et ça l'est devenu, puisque ça y est, l'état d'urgence fait que ça devient médiatique. Et la connerie était là. La connerie du point de vue de la métropole. Je n'ai pas dit que c'est une connerie, que je suis pour ou contre l'indépendance, pour ou contre les décisions gouvernementales. Mais bon, ce que voulait faire valoir la Macronie, là, c'est une première connerie. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est vraiment déjà une belle grosse connerie. Parce que maintenant, ça y est, c'est une affaire. Et alors, si c'était exploité politiquement, ça pourrait bien dégénérer rapido, parce que là, on pourrait parler à l'ONU, là, on pourrait déposer une constitution de la Nouvelle-Calédonie à l'ONU, et là, on pourrait rallier les Kanaks dans leur ensemble, ce qui n'est pas le cas, à une vraie indépendance avec un drapeau, un hymne national, un siège à l'ONU.
En sachant bien sûr qu'il y a certains pays qui seraient tout à fait favorables à ça, à commencer par la Chine et l'Indonésie. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie fait partie d'une organisation générale qui inclut l'Indonésie et qui s'appelle le groupe mélanésien Fer de Lance. Voilà. Donc ça, c'est comparable en un sens au bloc anti-CEDEAO que vous avez en Afrique de l'Ouest française, où là, pour le coup, la France, comment dire, la Macronie, malheureusement, c'est la France qui prend aussi, mais c'est la Macronie en réalité qui a merdé, simplement, elle n'en paiera pas les conséquences. Elle n'en paie déjà pas les conséquences, puisque la religion qui frise avec la scientologie, qui est la petite pensée parisienne, va vénérer, bien sûr, ces figures tutélaires, quoi qu'elles puissent faire. Et donc, l'énorme échec diplomatique, pour pas dire l'humiliation de la France en Afrique de l'Ouest, aux grandes dames des soldats français et de l'armée française qui, eux, ont fait leur travail comme ils le devaient et ont fait leur devoir au péril de leur vie, ça, c'est pas la Macronie qui va le payer. Pourtant, c'est elle, bien sûr, qui en est la responsable. Eh bien, je voulais l'angler comme ça, cette compréhension des événements calédoniens. C'est-à-dire que, ok, il y a un mouvement indépendantiste qui restait minoritaire dans les faits, qui, depuis les accords de Matignon et les accords de Nouméa, avait conduit par 3 référendats quand même. Alors, on pourrait me dire, oui, mais les référendats, c'est mignon, mais quand il y en a qui les boycottent, c'est pas sérieux. En fait, on peut aussi, quand on est malin, boycotter un référendum parce qu'on sait qu'on va le perdre. Et comme ça, on peut dire qu'on ne reconnaît pas sa légitimité parce que d'avance, démographiquement, on l'aurait perdu. C'est vrai que ce que Bernard Lugan appelle l'ethno-mathématique électorale joue à plein, mais à plein dans la politique de Nouvelle-Calédonie, avec des bras de fer, avec du tir à la corde, ce qu'en anglais on appelle du tug of war, on tire la corde. Par exemple, il y avait une concession, c'était ce qu'on appelle le gerrymandering ou charcutage électoral en français. Le gerrymandering, donc du politicien américain Jerry, qui procède d'un découpage électoral qui vous permet de créer des fausses majorités. En effet, la Nouvelle-Calédonie a été totalement gerrymandée, mais c'est même une étude de cas de cela, de charcutage électoral. En français, on n'aime pas trop utiliser ce terme, alors on a juste parlé d'un découpage électoral favorable, parce qu'il se trouve que la traduction consacrée de gerrymandering, c'est charcutage électoral. Et ça fait pas sérieux, ça fait pas très pacifique, équilibré, républicain, tout ça. Donc bon, je préfère utiliser le terme gerrymandering, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé. D'accord ? Les circonscriptions, le millefeuille administratif de la Nouvelle-Calédonie a été découpé sur mesure par des concessions qui se sont empilées les unes sur les autres, mais qui n'ont pas réglé les problèmes fondamentaux, qu'on peut encore résumer presque 40 ans après le débat de 88 entre Chirac et Mitterrand. Oui, il y a des monopoles, des fortunes qui se sont faites, et sur le plan de la répartition des pouvoirs économiques, les Kanaks, ils n'ont pas grand-chose. Là-dessus, vous avez donc le programme du FLNKS qui, ayant le S de socialiste, n'a pas oublié le principe d'une réforme agraire ou de redistribution des terres. Donc en fait, les grands axes du FLNKS, c'est bien sûr l'indépendance et la souveraineté, les réformes terriennes et la reconnaissance de la culture kanak, qui est en effet une culture millénaire et qui, comme très souvent dans le Pacifique, que ce soit Tonga, Fidji, etc., est en cours de disparition. Je ne vous parle même pas du cas d'Hawaï. Cours de disparition par, bien sûr, l'économie de masse, la mondialisation et les normes alimentaires, plus les médias. Ok. Alors, là-dessus, il faut comprendre aussi que l'indépendantisme kanak, si on prend la ligne FLNKS, qui elle-même était organisée en courants, il y avait des courants plus portés sur la violence et plus à gauche, mais d'une façon générale, ça s'est jamais monté même au niveau de la Corse, c'est-à-dire même la catastrophe d'Ouvéa, la Corse a été plus coquine que ça, quoi. Et la Corse, c'est différent d'abord par sa proximité, on va commencer par là. Physiquement, c'est quand même plus facile de passer de la Corse au continent que de la Nouvelle-Calédonie au continent. Ça crée des inégalités qui sont systémiques, qui sont structurelles, parce que le réseau social que vous avez quand vous êtes français et que vous débarquiez en Nouvelle-Calédonie est un réseau social qui vous rend intrinsèquement plus riche et plus influent que quand vous êtes kanak, quand vous êtes natif.
Et ça crée une inégalité qui est immédiate, si pas besoin d'avoir lu tout Bourdieu pour le comprendre. C'est-à-dire que de la même façon qu'une énorme partie du succès des grandes écoles dans les années 80 était déjà leur réseau, un réseau d'entraide de facto, qui n'était pas codifié, mais qui faisait que si vous aviez fait telle école, vous aviez plus de chances de faire carrière parce que vous rencontriez quelqu'un de cette école sur votre chemin. Eh bien, dans le cas des grands problèmes, des grands rapports de force entre Canaque et Caldoche, c'est quand même plutôt normalement, parce que Caldoche, normalement, c'est les grandes familles, si vous voulez. Hein. Ce qu'on pourrait simplifier par les oreilles dans les territoires d'outre-mer français, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et comme l'explique déjà Pierre-Yves Rougeron, c'est plus compliqué que ça parce que vous avez quand même là aussi l'analyse matérialiste qui est de dire oui, mais il y a des Français pauvres et il y a des Kanaks riches. Ils ne constituent pas la majorité du genre, comme les poissons volants, mais ils existent. Et donc les intérêts ethniques ne sont pas forcément les intérêts économiques. Mais dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que la cause indépendantiste néo-calédonienne, qui n'est pas majoritaire dans les urnes, pour plein de raisons, vient de gagner une première victoire, parce que ça y est, on en parle, parce que Paris a été assez débile pour décréter l'état d'urgence, alors qu'il aurait très bien pu pratiquer la même chose sans le décréter. Alors certes, l'état d'urgence donne tout un tas de prérogatives, d'incarcération arbitraire, d'interdiction de TikTok pour pas que ça dégénère, mais en fait, c'est la viralité, c'est pas l'état d'urgence qui va l'empêcher, pas en 2024. Donc la peur de l'état d'urgence qui était vite protégez-moi parce qu'on ne veut pas être pris en otage, on veut pas, nous, grande famille, pleine aux as, on n'a pas envie d'être pris en otage. Cette peur-là a été très mauvaise conseillère puisque là, elle vient de distribuer, je ne vais pas dire un carré d'as, mais un brelan à la cause indépendantiste la plus fondamentale ou radicale. Voilà. Et bon, ça c'est une première connerie. Du point de vue de la métropole, il n'y a pas trop à tourner les choses des façons les plus pardonnables pour cacher le fait que c'est une connerie. Maintenant, bon, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, vous aviez le fondateur du FLNKS, qui est un personnage remarquable, Jean-Marie Tjibaou, à qui on a consacré ce centre culturel conçu par Renzo Piano, qui est une merveille architecturale. Mais bon, Jean-Marie Tjibaou a été assassiné par l'aile radicale du mouvement indépendantiste, notamment pour avoir signé les accords de Matignon et de Nouméa. Lesquels, par la suite, avec les référendats, ont consacré la situation en Nouvelle-Calédonie, qui est en réalité, et je vais y revenir, un état de système. Ça, c'est l'approche pragmatique à la chinoise. La connerie de Paris, et de la petite pensée parisienne en particulier, c'est de se lever en disant, en comparant ça à Béziers déjà pour commencer, parce que non, la Nouvelle-Calédonie, c'est pas Béziers, c'est pas Ménard qui décide de rendre Béziers indépendant, c'est pas du tout comparable. Et ça a déjà sa monnaie. Non, la connerie, c'est de dire les lois de la République sont les mêmes partout, la République est une et indivisible. Ça, c'est des paroles verbales, ça, c'est de la rhétorique. Et comme souvent, rhétorique cross parole verbale, ça mène à conneries. Parce qu'il faut regarder ce que font les Chinois, qui sont pourtant monoethniques comparés à la France. Ils ne sont pas monoethniques, bien sûr, les Chinois, mais comparés à la France, ils le sont, proportionnellement à la diversité ethnique française. Du fait que la France a été un empire colonial et la Chine, quasi pas. Quelques exceptions, mais quasi pas. Or, les Chinois, ça fait longtemps qu'ils ont fait un état, 2 systèmes, 3 systèmes. Enfin, je veux dire, regardez Hong Kong, regardez Macao, regardez bien sûr la façon dont ils veulent absorber Taïwan. Et ça fonctionne. Pour Hong Kong et Macao, ça fonctionne. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que Hong Kong part en sucette à chaque fois ? C'est la tentative d'imposer des lois continentales dans Hong Kong. À chaque fois, c'est ça. La tentative de dire non, à chaque fois portée par des hardliners du Parti communiste chinois qui disent il faut les mêmes lois partout. Non, vous auriez dû étudier davantage Deng Xiaoping. Qu'importe la couleur du chat du moment qu'il attrape les souris, un pays, 2, 3 systèmes, pas de souci. Et en fait, la Nouvelle-Calédonie, c'est déjà ça. Un pays, 2, 3 systèmes. Donc, bien sûr, tôt ou tard, vous auriez eu des gens qui auraient dit,
il faut quand même que les Français de Nouvelle-Calédonie puissent avoir le même pouvoir de vote, un homme, une voix, etc. Mais il ne fallait pas l'amener de cette façon-là. Là, on voit vraiment que ce sont des dogmatiques parisiens qui se sont dit, bah oui, c'est une évidence, sans penser aux conséquences, en sachant que ça allait être une étincelle, une étincelle qui allait évidemment mettre le feu aux poudres des problèmes systémiques de la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas réglés, parce que fondamentalement, s'il y a bien une chose que Paris ne sait pas régler, c'est les problèmes sociologiques systémiques. Les banlieues, par exemple. Chirac ne voulait pas y toucher. Vous avez vu comment c'est parti en vrille avec l'affaire Naël, et comment, en réalité, quand on a en France le petit Thomas ou la petite Lola, ou etc., qui se font massacrer, la Macronie n'a pas peur du tout, même au contraire, elle leur dit c'était bien de votre faute. Mais le problème des banlieues étant pas du tout réglé et n'étant pas même en début d'envisager de voie de règlement, ça vous montre bien qu'on a beau faire tous les plans Marshall qu'on veut, que le politique ne sait pas faire. Ne sait pas faire et n'a pas l'intention d'apprendre. Il a l'intention de parler, comme souvent, mais il n'a pas l'intention d'apprendre. Et bien, en fait, si les banlieues, si vous voulez, peuvent péter à tout moment en France, la Nouvelle-Calédonie, elle peut péter comme une banlieue, en fait. Et c'est ce qui se passe. Et décréter l'état d'urgence, c'était reconnaître ça. Et ça y est, c'est fait. On est rentré dans la réalité où ça y est, c'est reconnu. On admet, nous-mêmes étant la métropole, que la situation est partie en vrille de façon suffisamment sérieuse pour que on déclara quelque chose qui n'avait pas été déclaré depuis 40 ans. Bon. Alors à partir de là, le FLNKS pourrait repartir sur les chapeaux de roue s'il le voulait. Il lui manque juste une figure emblématique. Il n'y a pas de Jean-Marie Tjibaou, et ça, n'est pas de Jean-Marie Tjibaou qui veut. Il n'y a pas de grande figure puissante qui serait capable de fédérer l'insatisfaction de façon politique, puisque là, le FLNKS, qui ne pouvait pas gagner par les urnes pour la question de l'indépendance, peut gagner par un tour politique, s'il le souhaite, et cette carte vient de lui être offerte par Paris, peut gagner s'il porte sa cause à l'ONU. Voilà, pas de référendum, machin, tout ça, mais bon, on porte la cause à l'ONU, c'est exactement comme l'indépendance algérienne. Il faut se rappeler qu'il y avait plus d'Algériens dans l'armée française à l'indépendance de l'Algérie que dans l'armée algérienne, pour des raisons évidentes, que sinon vous vous faisiez buter. Mais on ne pouvait pas envisager, du coup, bien sûr, un référendum. Ça n'aurait eu aucun sens. S'il y avait eu un référendum par les Algériens sur l'indépendance de l'Algérie, ça n'aurait pas pu fonctionner. Et l'Algérie n'aurait pas été indépendante. Il a fallu que la situation devint intenable à l'ONU pour que ça se fasse. Mais un référendum n'aurait pas fonctionné. Et là, en fait, alors que le FLNKS ne pouvait pas gagner par référendum et que ça a été confirmé 3 fois, et bien là, en fait, Paris vient de lui distribuer la carte qu'il peut demain jouer à l'ONU pour demander une indépendance réelle et totale. On ne sera plus dans un pays de système, on sera dans, ça y est, la Nouvelle-Calédonie est un État indépendant, comme le Vanuatu, anciennement les Nouvelles Hébrides, et sachant que le Vanuatu est toujours cité comme un exemple. Mais oui, regardez, ça va vous jeter dans les bras des Chinois. Typiquement, Martinez dira, regardez, vous allez finir comme les Ouïghours. Bon, pour l'instant, le FLNKS se considère davantage comme les Ouïghours de la France. Bon, alors, quitte à changer de figure tutélaire, là aussi, je ne pense pas que leur position soit particulièrement loyaliste, et c'est évidemment un euphémisme, puisque le FLNKS n'est pas loyaliste, encore que son aile la plus radicale a assassiné Tjibaou parce qu'il le considérait quand même un poil trop conciliant. En tout cas, maintenant, si jamais le FLNKS trouvait une figure importante, et décidait de porter sa cause à l'ONU, ce serait un énorme merdier pour Paris. Et encore une fois, la première carte qui vient d'être distribuée, c'est de passer l'état d'urgence, parce que ça y est, la presse anglo-saxonne en parle. Parlons de la presse anglo-saxonne, justement. Les anglo-saxons n'ont pas tellement envie que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante, parce que dans le grand pivot vers le Pacifique, la France reste un allié, pour ne pas dire un sous-fifre, des États-Unis, et que, en effet, si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, elle va être davantage influencée par l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et, bien sûr, la Chine. La Chine
qui en effet contrôle déjà l'économie du Vanuatu. Mais bon, avant, c'était les Nouvelles Hébrides, c'était le Commonwealth. Bon, c'est un contrôle pour un autre contrôle. Cela dit, être complètement indépendant pour la Nouvelle-Calédonie, c'est avoir un siège aux Nations Unies, c'est avoir une influence dans ce pivot mondial qu'est le Pacifique. Bien sûr que pour la France, c'est stratégique. Évidemment, il n'y a pas que la question du nickel, qui pour l'instant est très très mal gérée, parce que l'économie du nickel, qui est d'ailleurs très polluante accessoirement, hein, évidemment, jamais de repas gratuits, alors que la Nouvelle-Calédonie pourrait gagner de l'argent autrement, mais bon, on est sur des économies extractivistes, qui nous rappellent d'ailleurs beaucoup d'économies insulaires, hein, qui sont basées sur les effets d'aubaine, qui sont basées sur des monopoles, qui en général ne sont pas très ouvertes aux innovations et aux ruptures. Parce que les ruptures, les disruptions créent évidemment des redistributions des cartes socio-économiques. Si vous êtes une bonne vieille grande famille, ce n'est pas tellement ce que vous recherchez. Ce qui est valable à La Réunion, ce qui est valable en Martinique et ce qui est valable donc en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est vraiment structurel. Mais donc, le FLNKS pourrait maintenant se positionner pour être indépendant, avec un soutien de l'Indonésie, de la Chine et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en portant son cas à l'ONU, en rendant la situation en Nouvelle-Calédonie ingouvernable. Alors, je ne veux pas faire de prédiction, ça va de soi, parce que bon, l'avenir le dira, il faudrait une figure importante pour que ça arrive. Mais pour l'instant, c'est le premier round, et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est ça. Donc, la Nouvelle-Calédonie est isolée d'un point de vue géographique. Ça fait que le FLN de FLNKS ne peut absolument pas fonctionner comme le Viet Minh, le premier FLN, ou le FLN algérien, le deuxième FLN, qui à chaque fois ont réussi dans leurs objectifs politiques. Bon, de façon évidemment beaucoup plus sanglante, et puis surtout avec la guerre froide, enfin c'est pas rien. La guerre froide est finie, mais maintenant il y a les BRICS. La Nouvelle-Calédonie pourrait vouloir se rapprocher des BRICS. C'est ce que pourrait vouloir le FLNKS. Et puis surtout, en fait, ce qui se passe, c'est à la faveur d'une perte assez systématique de prestige de la France. Et ça, c'est vraiment allié à ce qui s'est passé avec la CEDEAO, avec le Niger, avec le Mali, avec le Burkina. La France, Paris, bon, depuis Sarkozy, Hollande, mais 1000 fois plus depuis Macron, est en perte totale de prestige. Et donc, on a une situation géopolitique qui est une série de malentendus côté parisien. C'est-à-dire que d'un côté, on a la débilité d'être rigide sur les valeurs de la République, tout ça, qui d'ailleurs, on le voit dans d'autres dossiers, peuvent être tout à fait accommodantes, mais de dire, ah bah non, quand même, un homme, une voix, en effet, vu depuis Paris, ça semble une évidence absolue, alors que même les Chinois sont moins tarés que ça, et que toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie n'est juste qu'une suite de compromis délicats et subtils qui tenaient et qui ne tiennent plus maintenant à cause d'une tentative de faire passer les choses en force. Et d'autre part, on a le fait donc que Paris n'a pas forcément compris que son prestige était en déclin et que certaines nations ou nations impétrantes comme la Nouvelle-Calédonie pouvaient être tentées de rejoindre d'autres blocs. Donc le FLNKS, c'était pour faire un appel du pied aux Chinois et aux Soviétiques pendant la fin de la guerre froide. Mais les Chinois et les Soviétiques avaient d'autres chats à fouetter. Maintenant, le FLNKS serait taillé sur mesure pour faire un appel aux BRICS. Et là, ça picoterait beaucoup plus. Et je vois pas trop ce qui pourrait être fait en contrepartie. C'est-à-dire que oui, la France peut déployer toute l'armée qu'elle veut parce que la Nouvelle-Calédonie est isolée, n'a pas de frontière avec un État pourvoyeur de protection pour une éventuelle guérilla, etc. Mais c'est pas ça le sujet, ça va pas partir en guerre. Enfin, en tout cas, touchons du bois. Mais ça peut partir en énorme échec diplomatique et politique devant les Nations Unies, avec la Chine, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Russie, qui se régalent parce que fondamentalement, aujourd'hui, la balle est dans le camp du FLNKS.